Et bonjour à tous, merci. Merci de nous recevoir déjà, c'est super chouette de faire ce live avec vous. Du coup, moi je suis Marilyn, la fondatrice du site Sécurange. Alors Sécurange, c'est un site internet indépendant spécialisé dans la sécurité des enfants en voiture, entre 0 et 10 ans. Et l'idée, écoutez, c'est de faire du conseil sur comment bien choisir, bien installer et bien utiliser son siège auto. Donc il y a le site internet, il y a une association aussi à côté qui s'appelle Voyager dos à la route avec des bénévoles dans toute la France. Donc on peut faire des interventions, on arrive dans les maternités de plus en plus, dans les relais d'assistantes maternelles, etc. Donc on vient faire de la prévention au plus proche des familles. Voilà. Je laisse la place à Thierry. Bonjour, donc Thierry Borona, je suis le fondateur et dirigeant de Bambinou. Bambinou, c'est avant tout un distributeur sélectif de produits qui est spécialisé sur la sécurité auto. Chez nous, les produits sont validés une fois que les crash tests sont tenus ou ce genre de choses sur la sécurité auto. On travaille avec Sécurange et Marilyn depuis maintenant 10 ans. Et nous avons une boutique à Toulouse et une boutique à Paris, où nous sommes en ce moment, rue Saumur, juste à côté du métro Sentier. Voilà, que dire de plus, on est une quinzaine de personnes, c'est une petite entreprise, plutôt dans un concept familial, avec une bonne entente à l'intérieur. Alors, si on a décidé de faire ce live aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu pas mal de demandes, notamment pendant les vacances scolaires cet été. C'était un peu dur pour nous de vous organiser en dernier moment tous les trois pour avoir à la fois les avis de Marie, de Thierry, et puis qu'on puisse nous aussi le caler sur mai. Donc on s'est dit que mieux vaut tard que jamais et que ça vous servira pour les vacances de la Toussaint ou même pour les trajets des fêtes de fin d'année, parce que souvent on va dans nos familles avec notre petit pour la première fois. Donc on en est là pour répondre à toutes vos questions. On a récolté en amont via la boîte à questions qu'on avait faite en story il y a quelques jours sur l'Instagram de mai. Mais n'hésitez pas à les poser. Moi, je ne vais pas répondre aux questions parce que je ne m'y connais pas assez. Mais moi, je ferai la modératrice, je poserai les questions à la série et à Marie. Donc n'hésitez pas. Et à la fin de ce live, on le mettra en replay sur les 3 comptes Instagram, Bambino, Sécurange et Mai. Super. Parfait. Est-ce que vous voulez commencer par peut-être parler des grands principes avant qu'on attaque vraiment les questions? C'est ça. Le plus simple, ça va être ça. On va être assez rapide, mais on va démarrer par le b.a.-ba, Marilyn. À quoi sert un siège auto? En dehors de prendre ou d'éviter de prendre des PV, à quoi ça sert? Non, c'est une vraie bonne question parce que ça peut paraître évident pour certains, mais le siège auto est souvent perçu comme éventuellement une sorte de réducteur tout confort pour adapter l'enfant à la voiture. Mais il faut garder en tête que c'est avant tout un dispositif de sécurité. Alors, il est là pour protéger l'enfant au même titre que vous portez votre ceinture. L'enfant a besoin d'un dispositif adapté puisque c'est important de rappeler que la ceinture de sécurité a été conçue pour des adultes, pour des hommes adultes d'ailleurs, et du coup elle n'est pas adaptée aux enfants. Donc c'est bien de rappeler que pour chaque âge, il est bien d'avoir un dispositif qui utilise la ceinture ou pas d'ailleurs, on verra qu'il y a différents types de fixation, et on va protéger l'enfant en cas de choc. Et il ne faut pas penser non plus que c'est utile uniquement dans le cas de collision violente, c'est utile vraiment au quotidien, c'est-à-dire qu'un petit coup de frein sur des cervicales immatures d'un bébé, c'est déjà une nécessité de le protéger puisque c'est déjà dommageable pour sa santé. Donc c'est vraiment pour sa sécurité au quotidien. Et alors bon, ok, très bien, mais moi j'ai cru entendre quelques compagnies de taxi qui disaient qu'on n'avait pas besoin de siège auto quand on prenait le taxi. Je ne veux pas citer de marque, mais j'ai entendu ça. Non, c'est vrai. vrai. T'en penses quoi? D'un point de vue réglementation, il est vrai que les taxis ont une autorisation à sortir du cadre légal, malheureusement, et il est autorisé légalement de circuler sans siège auto dans un taxi. C'est malheureux, mais c'est une réalité, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Donc, ne vous reposez pas là-dessus en mode si c'est autorisé, c'est que c'est bon. Choisissez, il y a des compagnies de taxi qui proposent des sièges et choisissez plutôt ce type de taxi-là ou emportez vos produits si c'est possible de le faire, mais évitez de faire l'impasse sur ce mode de déplacement. Ouais, parce que c'est quand même galère de trouver des taxis avec des sièges. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai fait l'expérience, c'est Il n'y en a pas. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a des compagnies qui font l'effort, et pareil côté VTC, qui eux pour le coup devraient en avoir, parce que le VTC n'est pas soumis aux mêmes réglementations que le taxi, mais ils ont tendance à faire comme s'ils étaient des taxis, donc c'est pas toujours. Mais il y en a qui essayent en tout cas de faire un effort là-dessus. Ensuite, il y a, comme dans beaucoup d'activités, un vocabulaire un peu particulier. Alors, il y a Isofix, iSize, groupe 0, groupe 1, groupe 2, 3 points, 5 points.
cosy, rear facing, il y a quand même beaucoup de termes qui sont pas simples quand on n'est pas du métier. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer tout ça? Alors oui, je veux bien parler un peu de vocabulaire. C'est vrai que vous devez entendre souvent pas mal de mots. Alors ton premier c'était quoi? Dis-moi. Par exemple, Isofix. Alors, en effet, il y a les modes de fixation. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra. Je ne sais pas si tu as des questions là-dessus. Mais oui, il existe différents modes de fixation pour un siège auto. On va utiliser soit la ceinture, soit le système Isofix. Et je pourrais vous en faire la démo sur les modèles qui sont derrière pour vous expliquer en quoi ça consiste exactement. Mais voilà, l'Isofix, c'est un système de fixation qui permet de connecter le siège à la voiture de manière genre évidente. C'est vraiment un click and connect en un geste. L'idée, c'est de réduire les risques de mauvaise installation. Il faut quand même rassurer les familles en expliquant qu'un siège auto à fixation ceinture, s'il est bien mis, il est aussi sûr. L'Isofix en soi, c'est pas plus sûr, c'est pas la fixation qui est plus sûre, c'est le mode d'utilisation qui est plus sûr, parce qu'il y a moins de chances que vous vous trompiez au moment de l'installation. Donc ça, c'est important. Et iSize, alors maintenant. Alors ça, c'est un terme que peut-être vous entendez beaucoup aujourd'hui, puisqu'en fait, iSize, c'est un terme qui fait partie de la nouvelle réglementation. Les réglementations ont changé depuis le 1er septembre. Tous les sièges auto vendus dans le commerce maintenant doivent être homologués selon une nouvelle réglementation. Peut-être vous connaissiez R44 avant, ou si vous êtes jeune parent, tant mieux, vous n'avez pas connu l'ancienne, vous démarrez avec la nouvelle. Maintenant, c'est R129. Tous les sièges auto vendus aujourd'hui ont une étiquette, ils sont sous la norme R129. On rentrera éventuellement dans le détail si on a le temps après parce que c'est un peu compliqué, mais en tout cas l'idée c'est de faire des sièges plus sûrs, à fixation plus simple, et c'est aussi d'essayer de faciliter la compatibilité voiture-siège auto. Un siège auto iSize, celui qui a un label iSize en plus, il sera 100% compatible avec une voiture iSize. Il y a des voitures maintenant, il y a une espèce de communication qui est facilitée entre les constructeurs auto et les constructeurs de sièges auto. Donc je peux avoir un siège R129 qui ne soit pas forcément iSize, mais s'il est marqué iSize, ça veut dire que je suis sûre qu'il est compatible avec une place dans ma voiture. Sur les voitures modernes, c'est explicite qui est indiqué iSize. Donc voilà, c'est une relation de compatibilité siège-voiture. Ok, très bien. Et alors les groupes, on en parle plus? C'est l'ancienne norme? Ça correspond à quoi? Un groupe 0, un groupe 1? Les groupes, c'est normalement l'ancienne norme. On classait les sièges auto en groupe. Le groupe 0 pour les nacelles, 0+ pour ce que vous appelez les cosy, les sièges bébés. Groupe 1 pour les sièges bambins, deuxième âge, et puis groupe 2-3 pour les réhausseurs. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens, mais c'est tellement ancré dans le discours commun, que ce soit des revendeurs ou des experts de la petite enfance et de certains parents qui ont déjà eu des enfants, que c'est difficile d'en sortir complètement. Donc il se peut que vous continuez à entendre toujours cette notion de groupe. Et avant, on rentrait dans les groupes avec des notions de kilos, de poids, alors qu'aujourd'hui, en fait, un siège, quand on l'achète, donc les nouveaux fameux R129, ils sont en tranche de taille. Et donc c'est explicite, j'ai un siège auto ici, il va de 40 à 83 cm. C'est hyper factuel. J'ai une taille minimum, une taille maximum, et j'ai quand même toutefois, des fois, un poids max qui est un poids de résistance globale au choc. Voilà. Mais il y a une classification plutôt par taille, parce qu'ils ont considéré que les parents connaissaient mieux, des fois, en quelle taille ils habillent leurs enfants en taille, plutôt que finalement le poids, et puis que c'était plus... ça permettrait d'être vraiment plus adapté à toutes les statures d'enfants. Le poids, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que mon enfant est assez grand? Ouais, vas-y. D'ailleurs, il y avait une question qu'on avait récoltée qui était quels critères privilégier quand l'enfant est grand pour son âge, la taille, le poids ou l'âge recommandé par le fabricant? Donc, ça revient à ça, exactement. Donc aujourd'hui, en effet, c'est le poids qui est le poids. C'est la taille, justement, qui est la plus explicite, puisqu'en fait, que l'enfant ait 3 mois, 6 mois, ou qu'il pèse 6 ou 7 kilos, c'est pas vraiment ça qui va changer quelque chose. C'est est-ce qu'il est vraiment adapté en taille pour avoir la tête au bon endroit, les harnais bien positionnés, est-ce qu'il est adapté à ce siège? Donc la taille est importante, et le poids max, comme je te disais, c'est plutôt pour une question de résistance, parce que les fixations, elles ont une limite de résistance de poids, et donc il faut quand même consulter le poids max uniquement, pas minimum. Ok, super clair. Et un siège auto est composé de plusieurs parties. Oui. Alors, il y a le harnais. Donc les harnais, en effet. Il y a la têtière. Ouais. Il y a les protections latérales éventuelles, la jambe de force, la barre anti-rebond et les connecteurs Isofix. Déjà, si on parle de ça, c'est déjà bien. Ça fait beaucoup en effet, et je pense que ce qui serait top, c'est vrai que je vous les montre après sur les modèles qu'on a pris en démo. Alors vous verrez, on a pris plein de marques différentes, plein de produits. L'idée, c'est pas de vous pousser des produits, l'idée, c'est de vous montrer des types de sièges, des catégories de sièges, et de pouvoir vous montrer justement les différentes parties d'un siège. Mais comme dit Thierry, en effet, il y a toujours
ce qu'on appelle une tétière, c'est une partie où on met la tête de l'enfant. C'est super important parce qu'elle est très souvent mal On réglée. peut peut-être la montrer Hein? sur celui-là ou sur celui-là. Ouais, est-ce qu'on voit peut-être le siège qui est On voit derrière? derrière. Je vais essayer de le tourner. C'est la partie là où on met la tête, c'est cette zone-là qui se règle en hauteur. Et très souvent, elle est mal réglée sur la grande majorité des sièges. Que ce soit sur le siège bébé qu'on a posé au sol, le cosy, le siège enfant deuxième âge, ou même le réhausseur après pour les grands, puisque c'est pareil, c'est des sièges qui vont se régler. Et donc, il faut toujours que la tétière soit adaptée à la taille de l'enfant. Donc, le mot tétière, gardez-le bien en tête parce que c'est un élément du siège qui est souvent mal utilisé, mal réglé. Et la tête doit se situer où, à peu près? Alors, elle doit vraiment se situer au creux du siège. Et en général, on se donne comme indicateur de laisser 2 doigts, à peu près 2 cm, au-dessus de l'épaule au niveau de la tétière. C'est-à-dire qu'on la descend. Il ne faut pas que l'enfant ait l'épaule coincée. Il ne faut pas que ça lui mette les épaules dedans. Mais il faut quand même qu'il y ait une petite marge. Donc, en général, on essaie de mesurer avec les 2 doigts. On se met là et on descend la tétière et on laisse cette petite marge de mouvement. Et ça permet à la fois de bien régler la tétière et de bien régler le harnais, parce que maintenant ça bouge ensemble, sur tous les sièges maintenant modernes, ça bouge ensemble. Si je monte la tétière, je monte le harnais avec. Donc c'est un double bon réglage. Ok? Donc le harnais, c'est Le ça. harnais, du coup, Oui. le harnais, c'est au niveau de la fermeture de la ceinture, c'est ça? C'est ce qui va attacher l'enfant. La plupart du temps, c'est en 5 points, c'est ça. C'est vraiment ce qui ressemble à une ceinture, mais qui est sur le siège auto. C'est cette partie-là, en matière ceinture, qui va se régler, du coup, en profondeur et en hauteur. Et c'est la partie que je vais serrer sur mon enfant après. Donc c'est vraiment la partie qui retient l'enfant. La meilleure solution pour installer un enfant avec le harnais, moi j'ai toujours en tête de mettre toujours une main sur le harnais, de tendre, parce que faut quand même bien vérifier qu'on ne le compresse pas trop, mais qu'on le tient bien. Donc on met la main, on tend, on enlève la main, on sait qu'il reste grosso modo 1 cm à tendre. Et ça c'est important. Ah, tu nous entends? Ça bug. T'es un peu pixelisé, ouais, chérie. Vous m'entendez ou pas? Je t'entends, t'es un peu pixelisé, mais ça n'a pas coupé, je t'entends toujours. Pas toi? Tu nous entends plus? Vous m'entendez? Oui. Nous, on t'entend. Pas toi? Ah, zut. Thierry? Oui. On t'entend? Non, moi, j'ai pas de problème de connexion, ça marche bien. Est-ce que... Je sais pas si c'est... Nous, on entend. Et puis là, la box, elle est là. Donc, Ouais, moi je vous entends, mais je sais pas si c'est vous qui buguez ou si c'est moi. Je pense que c'est vous. Je suis tout près de la box, Problème là. d'internet, je pense. Normalement, j'ai pas de problème ici, je suis en... Vous avez un problème d'internet, je pense. Moi, je crois pas. C'est toi qui mouline. Ça, c'est fou, ça. Alors, désolé parce qu'on est en double live Facebook, Instagram. Et du coup, sur Instagram, on a un petit bug. Il passe en 4G au cas où. Mais tu étais sur le réseau là ou tu étais en 4G? Non, là, je suis en 5G et ça tourne bien. 5G, ça tourne bien. Mm. Donc c'est pas là. Donc, on a un bug. Oui, j'ai perdu, elle est plus connectée. Moi, je suis toujours en direct, donc est-ce que en commentaire, vous m'entendez toujours? Est-ce qu'on a juste perdu Parce que moi, je suis toujours marquée en direct. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me voyez toujours. Et si elle est déconnectée, tu penses que la connexion vers les internautes se fait toujours? Je suis toujours marquée en direct. Mais je vois pas... Je sais pas si les gens entendent. Bon. Je n'ai pas de son, dit la personne, parfois flouté. Zut. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sur Facebook, ça marche bien. Ouais, sur Facebook, ça marche super bien. C'est vraiment un problème Instagram. Bon, c'est pas de chance. Ah, du coup, elle a relancé. Du coup, on perd le début en live.
Ouais, on perd tout le début. Sécurange. C'est la première fois qu'on a un problème comme ça. Puis, Et puis ici, tu n'as jamais été embêté. Bah oui. Ouais, je t'entends, mais je comprends pas. Parce que nous, ici, on est connecté près de la box. Tu m'entends? Ouais. Bah, moi, je comprends pas non plus parce que j'ai jamais eu de soucis chez moi. Donc, malheureusement, j'ai dû recommencer un live et donc j'ai perdu la première partie. Ouais. On n'a pas répondu à beaucoup de questions pour le moment qui ont été récoltées. Donc, la plus grande partie sera postée. J'espère qu'on aura plus de soucis, mais bon, les gens se reconnectent quand même beaucoup. Donc, on va attendre un petit peu que les gens se reconnectent. Ouais. Bah, désolé pour le petit bug sur Facebook. Voilà, on est sur Facebook en même temps. Ça marche toujours sur Facebook. T'as pas de soucis? Non, c'est toujours connecté, tout va bien. Bizarre. Alors moi, je vous ai perdu moi au moment du harnais. Je ne sais pas si les autres personnes ont entendu, mais peut-être vous parler très rapidement du harnais. Oui, okay. Donc on était en train de parler du harnais. Donc le harnais, c'est la partie qui ressemble à une ceinture de sécurité qui retient l'enfant dans son siège en fait. Donc c'est en général, on parle de harnais 5 points puisqu'il est relié à 2 points là-haut, 2 points sur les hanches et puis un point entre les jambes ici. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie qui retient l'enfant dans son siège en cas de choc. Et donc j'ai expliqué que pour mettre le harnais, en fait, il y a un dispositif et une façon de faire qui est assez simple. On installe l'enfant dans le siège, bien sûr sans son manteau, on en parlera tout à l'heure. On installe l'enfant dans le siège, on met le harnais, on met une des 2 mains par an sur la poitrine, le harnais par-dessus, on tend et là on ressent la sensation de la tension. Ça permet quand même de mesurer le fait qu'on n'écrase pas l'enfant, c'est quand même mieux, et qu'à un moment donné, il aura quand même assez de tension pour bien le tenir dans son siège. On enlève la main et on sait qu'on n'a plus que 1 cm à retendre, et ça se fait assez facilement comme ça. Les harnais toujours bien au niveau des épaules, jamais sur le côté. Il y a juste une personne qui a dit trop de bugs, vous le remettrez en replay, donc il y aura cette partie-là qui sera en replay, mais la première partie, malheureusement, on l'a perdue parce que si je la postais, on ne pouvait pas reprendre le live. Donc, elle sera normalement, s'il n'y a pas... Dans tous les cas, s'il n'y a pas de bug, ce sera dispo. Vous pouvez les poser en dessous du replay. S'il y a des gens qui veulent revoir le début, normalement sans bug, c'est dispo sur Facebook aussi si besoin. Ah oui, et aussi, voilà. Normalement, et ça marche. Si vous avez vraiment d'autres questions, je vous la reposerai en dessous du replay. N'hésitez pas à reposer. Vous voulez qu'on passe aux questions? Oui, globalement, après le vocabulaire, je vais continuer au fur et à mesure qu'on montre les sièges, donc on peut continuer. Vas-y. Ok, ça marche. Ok. La question, je pense que beaucoup de parents se posent, c'est à quel moment on peut mettre son siège auto face à la route? Parce que vraiment, je crois que ça fait partie. Moi, c'était ma question, c'était la question de tous mes potes. On sait que c'est quand même c'est plus embêtant quand il est dos à la route parce que il s'ennuie plus, que la route est plus longue pour lui, etc. C'est un peu plus dur pour les parents. Donc c'est la vraie question qu'on se pose, quand est-ce qu'on peut la mettre face à la route? Pour le coup, c'est pareil, c'est une des seules questions que moi j'ai eues sur mon post, c'est une question qui revient tout le temps. On va essayer d'y répondre et puis de répondre aussi à pas mal d'idées reçues parce que l'enfant de route, il s'ennuie pas plus, vraiment. Donc c'est intéressant que tu le formules comme ça parce que ça va permettre de rebondir sur les idées reçues. Ce qui est important de savoir, c'est que déjà, voyager dos à la route pour un enfant, c'est 5 fois plus sûr. C'est vraiment 5 fois moins de risque de blessures graves. C'est un chiffre qui est assez parlant. On passe d'un poids sur la nuque, donc d'un enfant qui est face à la route. Qu'est-ce qui se passe quand il est face à la route? En cas de freinage, il est retenu par son harnais, sa tête est balancée en avant et après elle repart en arrière. Donc il y a un étirement au niveau des cervicales, de la tête, du cou, et il y a un choc au niveau de la tête après, quand il revient en arrière. C'est communément ce qu'on appelle le coup du lapin chez les adultes. Chez les enfants, c'est beaucoup plus dramatique parce qu'en fait, déjà, leurs cervicales ne sont pas matures, elles ne sont pas terminées avant l'âge de 4 ans. Et ensuite, deuxième chose, il faut savoir qu'un enfant a une tête proportionnellement par rapport à son corps qui est extrêmement grosse et lourde. Okay? Donc le poids de la tête est encore plus important et plus volumineux et donc l'impact sur les cervicales il est encore plus puissant. Donc ce qui est assez commun, le coup du lapin chez un adulte c'est déjà douloureux et dangereux, sur un enfant ça peut être dramatique. Ça c'est la première chose à savoir. Donc on va passer sur un choc face-route comme ça, on va à peu près exercer face-route à 50 km/h. Donc je vous parle pareil, pas de situation dramatique, je vous parle de situations du quotidien. Face-route comme ça, c'est 300 kg sur les cervicales qu'on exerce.
Donc c'est énorme. Si l'enfant est dos route, il va se passer quoi? C'est qu'en cas de choc, en fait, il va être plaqué au fond de son siège. Donc il n'y a quasiment pas de mouvement et pas d'étirement sur les cervicales. On exerce plus ou moins à 50 km/h, 50 kg sur les cervicales. 300 kg, 50 kg. La différence, elle est énorme, tu vois. La tête reste dans l'alignement de la colonne. Donc il y a vraiment ce geste et ce repli sur soi. Et donc l'enfant, il est plaqué. Et on a des témoignages des fois d'accidents à faible vitesse, d'enfants qui dormaient, qui ne sont même pas réveillés. Parce que le geste, il est vraiment très physiologique finalement. Et l'enfant, il reçoit quasiment pas d'énergie, enfin, tu vois, il ne subit pas l'énergie du choc. Donc ça, c'est la première raison, c'est pourquoi c'est important déjà. L'âge minimum légal aujourd'hui, c'est 15 mois, d'accord? Ça, c'est la loi. Aujourd'hui, depuis la nouvelle réglementation, on est obligé de garder un enfant dos à la route un minimum de 15 mois. Donc c'est marqué sur tous les sièges modernes. On doit avoir, je ne l'ai pas si je l'ai, non, je ne l'ai peut-être pas sur celui-là. Tu as une étiquette souvent 0,15. Là, tu l'as là. Si on le voit. Ah oui, elle est là. Il y a une petite étiquette jaune maintenant beaucoup sur les sièges ici et c'est marqué 0,15. L'idée, c'est de démontrer que c'est obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'après 15 mois, il faut tourner. Ça veut dire qu'à partir de 15 mois, vous avez le choix. C'est à vous de faire le choix. L'idéal, c'est recommandé de garder les enfants dos à la route jusqu'à 4 ans. Ça va vous paraître fou, j'imagine, hein, parce qu'on a du mal à passer des habitudes qu'on a en France. En France, c'est pas notre culture. C'est pas notre culture, exactement. C'est pas culturel. Alors que dans les pays scandinaves, les sièges ne sont que dos à la route jusqu'à 4 ans. Il n'y a pas d'alternative. Pourtant, les pays scandinaves, quand on est en Suède, la réglementation est la même que chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de mettre leurs enfants face à la route après 15 mois. Sauf qu'ils ne le font pas. Vous voyez un modèle comme celui-ci, par exemple. Donc c'est un siège dos à la route pour les grands. Tout le monde connaît le siège dos à la route pour les bébés, qu'on appelle le COSI. Tout le monde sait grossièrement que c'est obligatoire ici. On arrive à trouver des COSI face route. C'est dramatique, il y en a. Mais la plupart du temps, on va dire que dans la grande majorité, les gens le savent. Sur le COSI, ça se passe plutôt bien. La question, c'est plutôt sur l'après. C'est sur le siège bambin. Donc ça, c'est un siège bambin. Hop, je vais faire tourner un peu le siège de profil. Voilà. Qui est donc dos à la route exprès pour les grands. Okay. Et avec ce type de siège, par exemple, en France, il va pouvoir faire position de route, position face route. Le même siège à l'identique, il est bloqué de route en Suède. Tu comprends? Parce que chez eux, culturellement, ça n'a aucun sens de passer les enfants face route avant. En fait, du moment où tu as conscience que c'est dangereux, je crois qu'il y a c'est pas évident parce que vu que c'est pas culturel chez nous, on va dire que d'un point de vue l'État, le gouvernement, les assurances, tu vois, en Suède, tout le monde maintient le même discours. Donc ça fait partie, pour eux, c'est normal et c'est naturel. Et la question, elle ne se pose pas. Alors que chez nous, on a tendance à se dire que vu que ce n'est pas une préconisation de la sécurité routière ou du gouvernement ou de nos assurances, eh bien, il n'y a pas cette sensibilité au sujet. Un siège auto, donc comme ça, il peut permettre de garder un enfant dos à la route jusqu'à 1,25 m. Donc pareil, pas de problématique de mon enfant est trop grand. Évidemment, il est trop grand peut-être pour les sièges bien connus, grand public qu'on a en tête, mais il y a des modèles vraiment aujourd'hui sur le marché. Moi, ça fait 11 ans que j'ai monté Sécurange. J'ai vu en 11 ans une évolution de la proposition de produits où on a vraiment réponse aujourd'hui à tous les types de voitures, tous les types de fixations, tous les gabarits d'enfants, que ce soit en poids ou en taille. On peut répondre à tous les besoins avec les modèles de sièges dos à la route du marché. Donc là, on va se retrouver avec des modèles qui peuvent aller des fois jusqu'à entre 25 et plus de 30 kg pour s'adapter à tous les gabarits. Donc à ce niveau-là, on va donc assurer 5 fois plus de sécurité pour l'enfant jusqu'à 4 ans. Voilà. C'est vraiment ce qui est recommandé aujourd'hui. Le plus longtemps possible. Faites fonction de votre enfant, faites fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer, mais faites le plus longtemps possible. Voilà, visez toujours le max. Des fois, on a une appréhension de parents. Si on arrive à être sensibilisé à ça, comme par exemple, je ne sais pas moi, la plupart d'entre vous n'auraient pas l'idée de laisser traîner une chaise sous une fenêtre ouverte. On a conscience que c'est dangereux, et donc c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. On ne va pas laisser une plaque de cuisson ou un four ouvert chaud à portée des enfants, parce qu'on a conscience, tu vois, c'est culturellement, c'est établi. Le dos route, c'est pas encore établi comme si je mets mon enfant face route, c'est vraiment dangereux. Et il y a vraiment un risque non négligeable en cas d'accident. Mais ça va venir, je trouve que ça change. Ça vient. Hein, petit à petit, ça progresse. Déjà, le fait que les gens posent la question, ça veut dire que déjà, ils ont quand même... Il y a un message qui commence à passer. Donc voilà, faites pas l'impasse. Et donc, allez, on peut répondre à quelques idées sur les idées reçues.
est-ce qu'un enfant il s'ennuie plus dos route que face route? N'oubliez pas qu'à moins que vous ayez 3 enfants ou vous installiez votre enfant sur la place centrale arrière, quand l'enfant est derrière vous sur la banquette, il ne voit pas la route, il voit l'arrière de votre banquette. Il n'a pas une visibilité plus étendue quand il est face route derrière vous. Hein, quand il est avec une ceinture éventuellement, mais quand il est avec son harnais, à part un mouvement de tête, il ne peut pas se pencher pour voir la route. Pour ce qu'il s'agit de voir en latéral sur la fenêtre, il n'y a pas de différence, qu'on soit dos route ou face route, hein, on voit sur les côtés, sur les fenêtres. Quand on est dos route, en revanche, la plupart du temps, il y a des petites lunettes arrière qui sont petites, mais la plupart du temps, il a justement cette visibilité que nous, on peut avoir devant, qui est très élargie. C'est juste qu'il voit le décor après nous, à l'envers, et qui défile dans l'autre sens. Donc souvent, c'est de la communication, tu vas voir, on passe sous un pont, hop, et quelques secondes après, il va pouvoir lui le voir aussi. Voilà, c'est une autre manière d'appréhender. Vas-y. Et est-ce que les bébés dos route, ils sont plus malades que face route ou pas? Alors, c'est pareil, c'est une question qui revient souvent. Non, le mal de transport n'est pas lié au sens de circulation. Le mal des transports est souvent lié à un problème de visibilité. La plupart des sièges bébés comme ça, tu vois, ils sont très couchés. Donc en fait, le bébé, ce qu'il a comme visibilité, c'est le plafond, tu vois. Et du coup, ce qu'il regarde dehors, ce qu'il regarde lui, c'est un élément de décor qui ne bouge pas. Et donc, qu'est-ce qui rend malade en voiture? C'est un écart entre ce que ton corps ressent, hein, la sensation de mouvement. Le corps, il sait qu'on roule et qu'on se déplace, mais les yeux voient quelque chose qui ne bouge pas. Et souvent, c'est ça qui rend malade. Un siège dos route comme ça, en position d'ailleurs bien assise, hein, pour les plus grands. Je ne sais même plus où est le bouton sur celui-ci, je crois que c'est là. Hop, non, ça c'est pour tourner. Bon, je ne l'ai pas là. Je n'ai pas la poignée. Elle est de l'autre côté peut-être. En fait, il est très assis et la visibilité par la fenêtre, ouais, c'est un nouveau modèle, je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas, il y a une position assise qui fait que tu vois bien par la fenêtre et que tu peux mieux appréhender le décor et équilibrer la visibilité et le ressenti. D'accord? Malheureusement, quand on est malade en voiture... Vas-y. Il y a quelqu'un qui vient de commenter si pour savoir si un siège est safe, vous le recommandez. Vous pouvez taper sur Google le nom du siège plus Securange et vous trouverez l'article sur le site internet. N'hésitez pas, en effet, si vous avez un doute sur un modèle, de combiner le nom du modèle qui vous intéresse et le nom Securange sur Google. En général, vous avez une réponse. Voilà. Et sinon, sur le site Securange, il y a un petit sélecteur avec des marques, des noms. Et puis, vous pouvez regarder, marque, nom, on vous dira s'il n'est pas testé, s'il est nouveau, s'il n'est pas bon, etc. On essaiera de vous aiguiller. On reste sur le thème de la route. Est-ce qu'un des autos pour bébé placé à l'avant du véhicule dos à route est sécure? Alors, ce n'est pas la place la plus sûre du véhicule dans la mesure où elle est plus proche d'un impact potentiel. En fait, c'est juste ça qui fait la différence. C'est plus on est proche d'un impact potentiel et plus on est à risque. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise place. Un siège auto dos route, si par exemple on a un enfant qui a besoin de nous voir, qui est agité, qui pleure en voiture, il vaut mieux l'avoir devant, à côté de soi, pour que la situation soit pérenne, que de l'avoir derrière et que ça hurle et que nous, on ne soit pas de bonne composition. Notez par contre que si on l'installe devant, il faut désactiver l'airbag passager, d'accord? Parce qu'un siège dos route, si l'airbag se déclenche là, à l'arrière, ça va expulser le siège et c'est très dangereux pour l'enfant. Donc il faut bien vérifier qu'on puisse désactiver l'airbag. Peut-être un petit point de vigilance sur ça, c'est l'attitude de parents, et j'en fais partie, qui a quand même envie de regarder son enfant régulièrement, éventuellement de ramasser la petite totoche qui est tombée ou ce genre de choses. Et là, le piège, c'est justement de faire ça. Quand on l'a derrière, la totoche, elle tombe. On s'arrête, on va la ramasser. Quand on l'a devant, on est quand même tendance à faire des choses qu'il ne faudrait peut-être pas faire en conduisant. Il faut peser le pour et le contre de la situation. Point de vigilance sur ça, mais là, ça se situe au niveau du papa ou de la maman qui est conduit. C'est vrai, tu as raison. C'est important. Est-ce qu'il y a des sièges auto légers et sécures? Alors, dans chaque catégorie, il y en a. Donc, c'est l'occasion d'en reparler. Oui, en fait, un enfant va avoir besoin d'environ 3 sièges auto au cours de sa vie. Hein. Le siège bébé, là, que vous appelez le cosy. Ensuite, il va passer par un siège deuxième âge, donc comme on disait, dos et face route, mais dos route de préférence. Et ensuite, il va passer sur ce qu'on appelle un réhausseur, un réhausseur avec dossier de préférence. Sur ces 3 catégories de sièges, oui, il existe des modèles plus légers. Alors, je ne sais pas si la question c'est pour voyager ou pour transporter, mais oui, il y a des cosy extrêmement légers et des cosy extrêmement lourds. Il y a des sièges deuxième âge pareil qui sont beaucoup plus légers. Là, on a un modèle par exemple ici qui est très léger.
parce que sa structure, elle n'est pas en... Tu peux Ouais, tu peux, ouais, vas-y, tu peux le poser là. C'est une sorte, ça ressemble à du polystyrène presque. Je sais pas si on peut pas se rendre compte à la caméra, mais en tout cas, sa structure, elle n'est pas en matériau rigide, elle est en polystyrène, évidemment pas d'emballage, hein, polystyrène de sécurité, un polypropylène. Et du coup, oui, ça le rend beaucoup plus léger. Et pareil pour les réhausseurs, il y a de plus en plus d'ailleurs de réhausseurs de voyage qui se plient et qui sont légers. C'est un peu le mood du moment. Et en COSI, le plus léger qui existe, Tu sais combien il pèse, mais je crois, je sais pas. c'est en dessous des 2 kg. Hein, Ouais, c'est ça, je crois que c'est moins de 2 kg. Ouais. Donc ça se trouve. Justement, il y avait une autre question qui disait est-ce que le Maxi Cosi Nomade est safe? C'est un siège de voyage, c'est celui que vous aviez? Il n'a jamais été testé encore ce modèle, donc je ne peux pas m'engager là-dessus. Dès que ça n'a pas été testé, je ne peux pas vous dire. C'est un peu compliqué. C'est vrai que dans cette catégorie de sièges, autant pour le bébé, on trouve des sièges assez nomades et le réhausseur aussi. Pour les sièges intermédiaires, en nomade, il y a un bon siège de route gonflable qui existe, il y a un modèle. Mais pour l'instant, dans cette catégorie-là, il n'y a pas grand-chose de fou en termes de sécurité. De tester, ouais. Et de tester en plus. Donc je ne peux pas m'engager sur le modèle pour le moment. Suite à ce qu'on a dit par rapport au attendre les 3 ans, même si à partir de 15 mois, on peut, selon les fabricants, etc. Oui. Il y a quelqu'un qui a commenté, il faudrait déjà que les magasins de puériculture soient sensibilisés à ça aussi. Donc Oui. ça, c'est plus pour toi, Thierry. J'imagine que vous avez peut-être... est-ce que vous avez commencé à vous sensibiliser sur ces questions dès que vous avez ouvert Bambino? Oui. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure? Non, en fait, le positionnement initial de Bambino, c'est sa marque, hein, le meilleur pour bébé. Et pour nous, le meilleur pour bébé, c'est pas forcément le plus cher, si on prend la Sécu Auto. Ça va être le produit qui est bien noté en crash test sur les labos indépendants, style TCS, style la DAC, etc. Et c'est là-dessus qu'on base notre sélection, avec Sécurange bien sûr, qui nous guide sur ça régulièrement, et sur lesquels on échange. Et un produit qui n'est pas sûr, c'est un produit qu'on ne vend pas. C'est réglé, c'est précis. On ne peut pas aujourd'hui mettre sur le marché certains produits. Il suffit d'aller sur la DAC et tous les ans, je crois qu'il y a 2 crash tests par an, tous les ans, on trouve des produits qui sont notés comme dangereux sur ces sites-là. Ils sont indépendants, hein, donc ils ne travaillent pas pour une marque ou pour une autre. Quand vous voyez un produit qui est marqué non sécure, voire dangereux, ben, voilà, après, ben, on a tous des enfants, moi j'en ai, il était pour nous hors de question dès le départ de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que nous, on a pris le parti de ne vendre que des produits sécures. Voilà. Okay. Mais elle a raison, ça manque de sensibilisation. Et le problème, souvent, c'est que en fait, le panel de produits proposés en magasin, il est large. Il y a beaucoup de magasins qui ont trop de produits, je pense, et donc qui ont du mal à être... d'avoir tous les modèles en tête, de savoir comment les utiliser. Et il y a beaucoup de turnover aussi. Tu vois, le vendeur qui a été formé un jour, demain, il n'est plus là. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les magasins de garder leurs salariés. C'est très compliqué. Donc après, c'est vraiment propre à l'initiative de chaque magasin. Hein. Moi, je fais pas mal d'ateliers Sécurange dans certains magasins. Ça veut dire qu'il y a des magasins qui sont demandeurs, vraiment. Ils sont sensibles, ils ont envie de faire du conseil. En fait, ils ont envie de faire du conseil, pas de la vente. Et pour être totalement transparent, Bambino n'est pas le seul magasin ou la seule boutique où on trouve des gens qui sont vraiment avec cette volonté de vendre du produit sécure. Qu'on soit bien d'accord. Je connais beaucoup de confrères qui travaillent ensemble, qui travaillent de cette manière-là, qui travaillent proprement et qui font une véritable sélection également. Mais effectivement, elle a raison, par opposition, il y a plein de magasins qui ne sont pas sensibles malheureusement. Et voilà, c'est tous les jours que je reçois des photos en effet d'enfants installés dans des sièges, on m'a dit, bah là c'est le magasin qui m'a conseillé ça. Et là tu te dis, mais je comprends pas, c'est pas adapté quoi. Ouais. Donc oui, elle a raison parce que... Vas-y. On avait reçu une question en amont et Elise, là en live, nous pose aussi la même. C'est la question de comment positionner en fait la anse, donc la poignée du cosy bébé. Est-ce qu'on le met en bas, est-ce qu'on la met levée ou est-ce qu'on la met baissée? En fait, ça revient sur un mot de vocabulaire que demandait Thierry tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la barre anti-rebond. C'est un système anti-rebond. En fait, la barre là, elle peut avoir un rôle d'anti-rebond. Exactement comme, je ne sais pas si vous voyez cette partie-là, tu vois cette partie qui est ici, elle a le même rôle, c'est une barre anti-rebond. Elle sert à quoi cette partie-là? Elle sert en cas d'accident, il va se passer quoi? La première chose qui va se passer, c'est que le siège d'abord va être projeté sur l'arrière, donc il est retenu par la ceinture là, ou la base isofix, hein, il va être retenu derrière. Donc il y a un petit mouvement arrière, et le deuxième mouvement, il est dans l'autre sens. Après, le siège, il revient. Ici, donc j'ai le dossier de ma banquette. Si je ne mets pas la poignée en l'air, en fait, ou si je la laisse comme ça,
là, le siège, il vient s'écraser contre la banquette avant. Okay, donc l'enfant avec aussi. Si je laisse cette barre en position haute, ça dépend des sièges, des fois c'est haut, des fois c'est carrément en bas, on peut même encore descendre suivant les modèles, mais dans l'ensemble, les deux font l'affaire. Et bien là, je vais m'arrêter ici, tu vois. Ça va arrêter le rebond. Dès que cette partie-là va toucher le dossier voilà. du siège sur lequel le siège auto est installé. Donc si moi je suis le dossier, clac, dès que tu as le contact, ça va pouvoir arrêter. Donc c'est exactement le même rôle que ça, tu vois, ça empêche le siège de remonter dans ce sens-là. Alors que dans l'autre sens, il est retenu soit par la ceinture, soit par ce qu'on appelle la fameuse jambe de force. Donc c'est cette espèce de jambe qui descend à l'arrière des sièges, tu vois. La jambe de force, c'est ça. Donc celle-là vient s'appuyer au sol, et donc ça évite le mouvement dans l'autre sens. Donc on empêche dans un sens, et on empêche dans l'autre sens. Donc voilà la barre. Ok. Hyper intéressant, parce que moi j'avoue que je pensais juste que c'était une anse pour pouvoir le porter. Je me suis jamais dit que c'était un Non mais c'est bien d'en parler parce qu'en fait ça fait partie des choses qui sont dans les notices et malheureusement on a tendance à sous-estimer l'importance de lire la notice du siège. Donc lisez parce que la position adaptée, elle est souvent notée à l'intérieur. Position de portage, position poussette, position de voiture. Des fois il y a des positions intermédiaires pour balancer. Bref, chaque position peut avoir un rôle différent sur le produit. Donc vraie bonne question. Une autre question qu'on a reçue. Un avis sur les sièges avec un bouclier. Donc finalement c'est comme une anse mais sur l'avant. Est-ce que c'est bien, pas bien? Alors déjà il faut noter qu'il y en a de moins en moins. Je pense que sous la nouvelle réglementation c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et puis il y a une sorte de monopole maintenant sur le concept. Le bouclier en lui-même, est-ce que c'est une bonne option? Quand on est face route en tout cas. En fait quand on est dos route, il n'y en a pas besoin. Okay, tant que tu voyages dos route, étant donné qu'en fait t'es pas... Donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si tu es face route, tu es projeté contre ton dispositif, donc tu es projeté contre ton harnais ou ton bouclier. Donc là, il peut y avoir une différence. Quand tu es de route, tu es projeté à l'inverse de ta retenue. Donc tu n'as pas trop de nécessité, en vrai, c'est pas tant ça qui te retient, c'est tu vas au fond de ton siège. Quand tu es face route, la différence entre un harnais et un bouclier, elle peut être intéressante à un certain niveau, c'est que le bouclier, il ne peut quasiment pas être mal réglé. C'est un système donc, qui vient se mettre devant l'enfant, hein, il vient se positionner là devant. T'as un petit réglage de profondeur, c'est minime. Alors que les harnais, ils sont souvent mal réglés en hauteur, ils ne sont pas au bon niveau, et ils sont souvent pas assez tendus. Donc tu as un niveau d'attention du parent qui est plus important sur le harnais. À mon sens, l'avantage du réglage, c'est que je vais pouvoir l'adapter mieux à l'enfant. L'inconvénient, c'est que je vais peut-être commettre une erreur de réglage, tu vois. Le bouclier, donc c'est intéressant, ça vient se positionner, je clip, je l'enfonce plus ou moins, et le réglage, il est à peu près simple. L'inconvénient, et du coup on en revient à ce qu'on disait juste avant, c'est qu'il n'est pas réglable, c'est-à-dire qu'il est qu'à un seul niveau. Et le problème, très souvent, ce que je vois, c'est qu'on va se retrouver avec des tout petits, alors bon là j'ai vraiment un nouveau-né, hein, mais c'est certifié à partir de 15 mois, des fois à 15 mois, le bouclier, il est là, quoi. D'accord? Donc ça, il n'a pas de bénéfice, et là il devient dangereux, déjà parce que le bénéfice du bouclier, normalement, son grand intérêt, c'est de pouvoir, ce qu'on appelle, s'enrouler autour. Donc réduire quand même un petit peu la pression, hein, cette fameuse pression de la tête dont on parlait tout à l'heure. Quand tu es avec le bouclier, tu n'es pas attaché là. Donc tu vas un peu t'enrouler plus globalement. Donc ça va te détendre un peu les cervicales. Avec, si tu as le bouclier qui t'arrive vraiment genre là, tu vois, ce mouvement, il ne peut pas se faire, il n'y a pas d'enroulement. Donc c'est dangereux. Et deuxième chose, si tu es trop petit, c'est qu'il n'y a pas de retenue entre les jambes, donc tu peux avoir tendance à glisser par-dessous. Ce qu'on appelle le sous-marinage. Donc oui, c'est intéressant éventuellement pour des enfants assez grands. En général, moi je préconise après 90 cm si vraiment on a un besoin de ce type. D'accord, où l'enfant il l'a vraiment, tu vois, au niveau sous les aisselles, au niveau du thorax, tu vois, vraiment sur le sternum, et il peut vraiment appuyer ses bras. Ça peut être une alternative intéressante. Un petit complément de réponse par rapport à la zone géographique et à la chaleur. Oui. Dans le sud, bon, ça doit s'entendre, moi je viens de Toulouse, les boucliers, quand on est en plein été, ça peut tenir chaud. Oui, il y a une surface de contact qui est plus importante que juste un harnais. C'est vrai. À noter, suivant où vous habitez. Et on va parler juste, mais je pense très rapidement, des plus grands, jusque quand il faut mettre un rehausseur et jusque quand il faut que l'enfant soit à l'arrière de la voiture. Ok. Donc le siège auto, il est obligatoire jusqu'à 10 ans.
Alors en effet, on a tendance à oublier, des fois quand je parle de rehausseur, on me dit c'est pas un siège auto aussi. Le rehausseur, c'est un dispositif de sécurité, c'est le siège auto des grands. Okay, comme on disait tout à l'heure, 3 sièges. La coque pour le bébé, le siège bambin deuxième âge, et à la fin, le rehausseur. Le rehausseur, il en existe de 2 types. Anciennement, ils étaient de la même catégorie. Le rehausseur avec un dossier, donc intégral, vraiment qui protège, et le rehausseur sans dossier, la fameuse petite galette qu'on trouve un peu partout. Anciennement, c'était la même catégorie de siège. Aujourd'hui, elle a été modifiée. Le rehausseur sans dossier, il a été repoussé à plus de 125 cm. Donc c'est vraiment en fin d'usage, quand vraiment mon enfant il ne rentre vraiment plus dans le rehausseur avec dossier. Mais dans l'idéal, le rehausseur avec dossier, c'est quand même la meilleure protection que je puisse apporter à mon enfant le plus longtemps possible. Si possible, jusqu'à la fin, jusqu'à 10 ans. La majorité des modèles aujourd'hui sont homologués jusqu'à 150 cm. Alors je sais que les gens qui sont pas très grands comme moi, souvent ils me font des vannes sur les réseaux sociaux, ça veut dire que moi je fais 1m55, je devrais être encore dans un siège. Il y a plein de trucs qui rentrent en question. Non, après 1m50, on n'a plus besoin d'un siège. Et puis notre métabolisme, notre morphologie, le développement de nos hanches n'est pas le même. Quand la ceinture a été développée, donc on disait qu'elle a été développée pour des hommes adultes. Elle a été développée aussi parce que cette fameuse ceinture ventrale qui est ici, elle vient s'agripper à notre bassin. Tu sais, nos hanches là, elles ont une espèce de forme en crochet. Et du coup, la ceinture, elle vient vraiment se mettre, quand elle est bien mise, parce que même nous adultes, souvent, on l'a mal mise, quand elle est bien mise en bas, elle vient vraiment s'accrocher au bassin. Okay, les enfants, ils n'ont pas encore ces crochets. Avant environ plus ou moins 10 ans, c'est pas le jour des 10 ans, hein, mais ça se développe à peu près à cette étape-là, le crochet, il n'est pas fait. Donc l'enfant a besoin d'un fameux guide ceinture sur un siège pour la tenir en bas à la place du bassin. Et donc c'est le rôle que va pouvoir faire. Ici c'est un accoudoir, des fois c'est un petit crochet, des fois, mais il y a une forme de siège, tu vois là il y a un accoudoir. Je vais passer la ceinture ici et ça va la maintenir en bas sur les hanches à la place du bassin d'un adulte. Et c'est une erreur d'ailleurs d'utilisation que je vois très souvent. La ceinture, elle n'est pas passée en dessous, hein, elle est passée au-dessus, elle est passée un peu comme elle vient. C'est très important. Quand je la tire, hop, je viens la passer là. Il y a souvent une couleur là, et c'est fait exprès. Et après, je viens me clipper. Donc ça, c'est obligatoire jusqu'à 10 ans. Et évidemment, la taille rentre en considération. Si à 9 ans, mon enfant fait déjà 1m50, évidemment, il n'en a pas besoin. D'accord ? La taille, elle compte parce que l'enfant, s'il a déjà la stature et le développement d'un petit adulte, c'est bon. Je ne vais plus pouvoir rentrer dans un siège. On est d'accord ? Donc, voilà, on vise les 10 ans autant que possible et c'est la même chose pour devant. Du coup, je ne mets pas d'enfant devant s'il n'est pas en mesure de se passer de siège auto. S'il a encore besoin d'un rehausseur, il reste derrière. Alors, je sais que les enfants sont souvent pressés. Hein. Mon enfant, il est grand, mon enfant, il est grand. Gardez en tête qu'un enfant, peu importe le changement de siège, il n'est jamais assez grand pour encaisser un accident. D'accord ? Il n'est jamais trop grand pour ça. Le rehausseur, c'est pareil, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas pour la police, c'est pas pour les amendes, c'est un guide ceinture. De la même manière, vous avez des enfants qui, passés 10 ans, n'arrivent pas à une certaine taille. Et le gros piège, parce qu'il faut partir du principe que sur ce type de siège, l'organe de sécurité, c'est la ceinture. Oui. Et moi, je l'ai vu dans ma propre famille, donc j'ai bondi et j'ai dit ce qu'il fallait. Mais bref, j'ai vu des enfants avec la ceinture qui passait au niveau du cou. Bon, pas faire de dessin, quoi. C'est juste du bon sens, en fait. En fait, c'est un dispositif, la ceinture, c'est un dispositif très efficace qui sauve des vies, mais être attaché, c'est pas une fin en soi, il faut être bien attaché. Donc la ceinture, si elle est sur l'épaule, c'est parfait. Si elle est là, c'est pas bon. Si elle est sur l'épaule, c'est pas bon. Et pareil au niveau des hanches. Si elle est sur le bassin, c'est bon. Si elle est sur l'estomac, c'est dangereux. Donc c'est un bon dispositif, comme beaucoup de choses, s'il est bien utilisé. Donc oui, si mon enfant a 10 ans, mais qui mesure toujours qu'1m35, il reste dans un siège. En Suisse, c'est pas 10 ans, c'est 12 ans par exemple. Moi j'ai un fils de 11 ans, il a toujours un rehausseur. À un moment donné, il ne fait pas la taille. En fait, ce ne serait pas un cadeau de lui faire que de l'enlever. Donc voilà, pas d'approximation. Ça est très très flou. Je ne sais pas si les autres personnes vous voient aussi flou, mais moi je vous vois de plus en plus flou au fur et à mesure. Le réseau s'en va? Je vous entends, hein, mais je vous vois très flou. Quoi. Ok. Plus flou que tout à l'heure. Donc j'espère que ça va tenir. Au pire, on croise les doigts. Si ça bug, je posterai cette vidéo en replay, je préviens tout le monde, mais pour le moment ça marche encore. Ok. Il y a une personne qui demande ce que vous pensez du dispositif Mi Fold compact pour les déplacements en taxi voyage court. Le
MyFold était un bon dispositif d'appoint, vraiment d'appoint, voyage, covoiturage entre familles, taxi éventuellement, sauf que c'était un dispositif sous l'ancienne réglementation, et donc aujourd'hui, il est plus commercialisé, donc on ne va plus le trouver. Donc à moins qu'ils en fassent une nouvelle version sous la nouvelle réglementation, c'est un produit qu'on ne va plus trouver. Mais gardez en tête que c'est un produit d'appoint, c'est-à-dire qu'en fait, il guide bien la ceinture, à condition que tu n'aies pas trop un long trajet, parce que rapidement, l'enfant va pouvoir se vautrer ou glisser. Il n'y a pas ce maintien de l'enfant, d'accord? Et donc, il y a plus de risques que la posture, elle ne se tienne pas dans la durée. Voilà. Ok. Et super question aussi, c'est que quand on met un nidant dans un cosy, on doit le mettre derrière ou dessus le réducteur? Alors, bonne question, et ça revient à ce que disait un peu Thierry, on voulait en revenir. En effet, il ne faut pas faire porter à vos enfants de manteaux, de combinaisons pilotes ou gros blousons dans leur siège auto. Alors je sais, ça va vous sembler contraignant, hein, c'est ce qui revient souvent, c'est contraignant, mais il y a des solutions comme le nid-d'ange dans les sièges bébés. Et donc dans les sièges bébés, en effet, je vais pouvoir mettre un nid-d'ange à l'intérieur, et oui, le réducteur, je vais le mettre après. Je vais d'abord installer le nid-d'ange, je vais régler la tétière au bon endroit, je vais remettre mon réducteur par-dessus, ça va me permettre de bien le voir et bien le positionner. Quand il est dessous, je ne vois pas forcément comment il est mis et je ne vois pas forcément comment mon enfant est calé sur le réducteur et donc comment je peux bien mettre les harnais, etc. L'avantage du nid-d'ange, c'est que souvent, donc il a le nid-d'ange adapté au siège auto, il a donc des trous, donc on va pouvoir faire passer le harnais, donc il va être dans le dos de l'enfant. Ensuite, je vais boucler ma ceinture et seulement à la fin, hop, une fois que j'aurai bien tendu mon harnais, hop, je vais refermer le nid-d'ange par-dessus. Ce qui fait qu'en fait, mon enfant, il est au chaud, mais j'ai rien qui entrave la distance entre le harnais et l'enfant. Voilà. Pour la sécurité, il faut absolument que le harnais soit proche du corps de l'enfant. Ça marche pour le bouclier, ça marche aussi pour la ceinture. Tous ces dispositifs sont testés et prévus pour être au contact du corps. Si ce n'est pas le cas, ça fausse l'usage complètement. Ok. Je vois qu'il y a une personne en fait qui répond à chaque fois et moi j'arrive après, mais je pense que c'est bien quand même de le redire parce que tout le monde. Il y en a qui sont au taquet sur les commentaires. Travailler avec toi. Ouais. Ok. Je regarde si il y a Ouais, vas-y, voir si tu as des questions. Ah, si on avait une question. Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé du dos de route, du fait que notre enfant s'ennuyait pas finalement plus que face à la route. Mais est-ce que tu as des conseils? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'école routière finalement. Parce que moi, personnellement, par exemple, ma fille, ça va mieux, mais détester la voiture et c'est un enfer dès qu'on rentre dans la voiture. Et forcément, même pour le conducteur, c'est stressant, les cris, les pleurs, etc. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'un voyage soit plus relax, moins pleurs et que du coup il soit aussi plus sécuritaire? Il faut prévoir déjà des objets. Alors quand vous avez des longs trajets, prévoyez des objets que l'enfant n'a pas l'habitude d'avoir à la maison, donc des nouveautés, d'accord? Quand tu sais que tu pars pour un long voyage, prévois des petites choses qu'il n'a jamais vues, du nouveau à varier. Souvent les gens ils pensent pour les voyages en avion, tout ça, ils prévoient plein de trucs, mais en voiture c'est tout aussi intéressant. Il y a des objets types qui sont très intéressants en voiture. Déjà les miroirs pour que l'enfant puisse vous voir, les miroirs panoramiques. Et puis il y en a aussi qui font de la lumière, de la musique. Pour les plus petits, ça peut essayer les aider à les divertir. Il y a pas mal de dispositifs aujourd'hui qui s'accrochent sur les fenêtres. Des spinners sur les fenêtres, des ventouses, des objets, des peluches. Donc ça, c'est des objets intéressants. Le produit que je recommande souvent, par exemple, c'est un objet aussi qui s'attache sur l'appui-tête du véhicule et qui dispose d'un volant. Donc ça peut être aussi un peu sympa pour divertir les enfants. Et souvent, ça marche plutôt bien parce que ça les fait participer un peu au trajet. Et c'est un peu... Ça, c'est quand ils sont du coup face à la route. Ça marche dans les deux sens. C'est un truc qui se dit, tu sais, ça s'accroche au niveau de l'appui-tête. Donc en fait, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, il y a des crochets d'appui-tête où tu peux te mettre. Et il profite du petit volant qui tombe à l'avant, quoi, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Conseil aussi que j'ai donné à une maman hier et ça a marché. Partez du principe que rien n'est définitif. C'est-à-dire que si votre petit, il a 9 mois, il est dans une période compliquée, il crise d'autoroute et vous l'avez tourné le siège parce que vraiment, comme tu disais, il y a des moments où en même temps, si ton enfant il hurle, qu'il en va à s'étouffer, à se rendre malade, c'est pas ce qu'on cherche. Donc tu peux être amené à faire une impasse sur quelques trajets. Mais dites-vous que peut-être ça vaut le coup d'ici 3 semaines,
tu retentes et tu remets le siège dans l'autre sens. Dites-vous que c'est pas, voilà, c'est pas une fatalité, c'est pas définitif, c'est peut être une période, une étape pour un enfant. Et j'ai reçu un message ce matin me disant, en fait, tu as raison, j'ai retenté, et en fait, ça se passe bien. Parce qu'on est resté forcément sur l'anxiété de la situation qui était problématique, et on n'a jamais osé en disant, mais il ne voudra jamais. Mais en fait, ça se passe bien. Donc voilà, n'en faites pas une situation Vraiment dramatique. comme tout finalement, tout Oui, passe, exactement. on peut changer d'avis, mais comme pour tout, comme pour le sommeil, comme pour l'alimentation, Comme pour tout. plein de choses. Je rajouterais juste une chose quand ils sont en bas âge, ne pas oublier, quand ils sont dans un cosy notamment, ne pas oublier qu'ils n'ont pas le réflexe que nous avons de nous bouger. Hein, je veux dire, nous, sur un siège de voiture, on va bouger régulièrement, on va soulever une fesse, soulever l'autre fesse, etc. Eux, tout petits, ils sont harnachés et ils ne bougent pas. Faire des pauses. Donc, faire des pauses. Faire des pauses, le prendre dans les bras, masser le dos, il est quand même collé au siège auto. Ne pas essayer de rouler 3 heures d'affilée, quoi. Il y a 9 chances sur 10 que ça finisse très mal. C'est vrai. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on dit, tu sais, on entend souvent dire le cosy, pas plus de 32 minutes 50. Je sais pas d'où ça sort, hein, j'ai jamais compris cette idée reçue. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est ce que dit Thierry, c'est que l'enfant, il est harnaché dedans. Donc oui, il y a un temps maximum, mais que ce soit dans un siège bébé ou dans un siège de grand, ça change rien en fait. Il y a un temps max où lui, il va avoir besoin de se dégourdir et de relâcher les tensions. Donc on ne se promène pas non plus, on ne se fait pas 1 heure de poussette dans le cosy non plus. Le cosy, c'est un siège auto. Et en voiture, on fait des pauses. On fait des pauses. Alors s'il dort, pas de drama. Votre enfant, il dort 2 heures, 2h30. Vous roulez 2h30 et c'est pas grave. D'accord? On ne va pas réveiller son enfant en mode il faut qu'il bouge. Mais dans l'autre sens, quand il est réveillé, on veille à faire des pauses et à le sortir du siège. Il en a besoin. C'est vraiment important. Je regarde parce que je vois qu'il y a eu quelques petites questions. Est-ce qu'on doit laisser un enfant de 6 mois dans le cosy ou doit changer de siège? Du coup, c'est en fonction de sa taille. C'est ça. Bien compris, si j'ai bien retenu. C'est ça. Il faut regarder sa taille et c'est à partir de quelle taille qu'on passe en intermédiaire? Alors ça va dépendre du produit. Tu as des produits qui vont... Alors ça dépend. Si c'est un modèle ancienne génération, l'ancienne réglementation, les cosy c'était jusqu'à 13 kg. Et il ne faut pas que la tête dépasse. Du moment où ta tête elle arrive à 1 cm du bord, il faut commencer à regarder pour changer. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'urgence. Et les pieds qui dépassent, ce n'est pas un problème. Ouais, ça, c'est souvent ça. Les pieds qui dépassent, ce n'est pas grave. En boutique, j'ai souvent vu des parents arriver à 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je veux changer de siège auto. Et quand on essaie de l'enfant dans le cosy, en fait, non, pas du tout. Il peut encore rester au moins 3, 4 ou 5 mois de plus. La tête étant protégée, si les pieds et les jambes dépassent, c'est absolument pas un problème. D'ailleurs, dans le siège d'après, quand ils vont passer, les pieds finiront par dépasser. Au bout d'un moment, c'est pareil. Et à ce moment-là, pour le coup, on ne change pas. Okay, le plus important, c'est l'encadrement de la tête. Et si c'est un siège moderne, il y a une taille. Et ça peut aller sur les modèles d'environ 75 à 83 cm pour les plus grands. Donc elle regarde bien l'étiquette de son siège et qu'elle regarde qu'est-ce qui est indiqué. 13 kg, 12 kg, 75 cm, etc. C'est vraiment marqué sur le siège. Ok. Et j'aimerais bien peut-être qu'on fasse une petite aparté qui reste dans la sécurité, qui est moins liée au siège auto, mais qui reste dans la sécurité. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui donnent à manger à leur enfant pour faire passer le temps. Oui. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot là-dessus parce que je pense que c'est assez important. C'est tout le problème, on en revient, c'est tout le problème d'être harnaché dans son siège. C'est quand il va avoir besoin de tousser ou d'expulser, il ne va pas en avoir la possibilité. Donc, je pense qu'on a tous fait des écarts parfois. À côté, en plus. Et en plus, on n'est pas forcément à côté. Donc, si possible, vraiment, on évite ce type de choses. On fait une pause. C'est l'occasion de faire la pause, en fait. C'est l'occasion de faire la pause. Parce que oui, il y a un vrai risque. On le dit, d'ailleurs, je l'entends souvent dans les chaises hautes. Attention, pas de harnais, il ne faut pas attacher parce que l'enfant a besoin de tousser. Et on n'y pense pas forcément en voiture. Donc, oui, tu avais raison de souligner le point parce qu'il y a un vrai risque d'étouffement en voiture. Et tu ne peux pas, suivant où tu es, tu n'es pas en ville, tu ne peux pas toujours t'arrêter n'importe où dans l'urgence. Donc, on évite. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Il y a une personne qui dit, pouvez-vous expliquer le changement de la norme? Faut-il changer les sièges de l'ancienne norme? Je pense que si on a acheté un siège avec une ancienne norme, on peut quand même le garder. Exactement. Ils ne peuvent plus être fabriqués et vendus en magasin, mais on peut les conserver. La durée de vie d'un siège, elle n'a pas vraiment elle n'a pas de date de validité officiellement. Autant au Canada, ils ont une date de péremption. Autant chez nous, il n'y en a pas. En moyenne, on recommande pas plus de 8 à 10 ans, tu vois, parce qu'après, ça fait vraiment un vieux siège.
10 ans, ça fait déjà beaucoup, quoi. Ça a vraiment une limite max pour les sièges évolutifs éventuellement. Donc, si possible, on évite de faire plus. Maintenant, d'un point de vue réglementaire, en tout cas, il n'y a pas de problème à continuer à utiliser nos anciens sièges, ni pour les parents, ni pour les assistantes maternelles. Faites attention à ce qu'on vous dit, parce que alors, j'entends énormément de choses comme quoi leur hiérarchie leur demande de changer leur matériel. Il n'y a aucune nécessité à vous forcer à changer de maths. Alors le plus important, on revient sur la norme, c'est pas la norme elle-même qui est le plus important. Le plus important, c'est que le siège soit bien noté en crash test et qu'il soit sécure. C'est ça, voilà. D'avoir un bon siège. Et sous l'ancienne norme, il y avait déjà des bons sièges. Exactement. Les nouveaux, on renforce les critères. En fait, on ne change pas pour les parents, on change pour les fabricants. D'accord? Donc on renforce les critères, on leur demande des choses déjà plus sévères, plus strictes. Le truc tout bête, tu sais, dans la nouvelle réglementation, on teste les sièges en cas de collision latérale, chose qu'on ne faisait jamais avant. Tu vois? Aucun siège auto de l'ancienne norme n'était testé en cas de collision latérale. Alors oui, il y en a moins, mais en fait, il y en a quand même beaucoup et c'est pas négligeable. Donc c'est plutôt là qu'on renforce, d'accord? C'est les contraintes de fabrication. D'accord, ok. Ça fait 1 heure qu'on a Super. commencé le live, donc on va s'arrêter là. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot rapidement qui vous semblerait nécessaire? Un dernier petit mot, sans prêcher pour ma paroisse, clairement, évitez les sièges auto d'occasion dont vous ne connaissez rien. Oui. Alors, si c'est la sœur qui vous jure que la famille, que le siège n'est jamais tombé, qu'il n'y a jamais eu de crash, qu'il n'y a jamais eu d'accident, etc., pourquoi pas? Mais quand on ne sait pas, voilà, c'est un organe de sécurité, c'est important. Un siège auto accidenté, c'est un siège auto qui doit être remplacé. Il a clairement, raison. Clairement. Donc c'est comme un casque de moto en fait. Un casque de moto qui tombe aujourd'hui, tout motard qui se respecte va normalement changer de casque. Il faut faire attention à ça. Donc on évite l'occasion, on lit les notices, on l'a dit tout à l'heure, mais lisez vos notices, prenez le temps. Et en fait, c'est une fois, prenez le temps. Voilà. Cher ne veut pas dire bon. Bon n'est pas obligatoirement cher, ça aussi. Attention. Le prix, c'est pas la qualité. Oui, c'est ça. Exactement. Le prix ne fait pas la qualité, ça c'est vraiment important. Consultez les crash tests, Thierry l'a dit plusieurs fois. Ouais. Tous les sièges auto qui sont vendus dans le commerce ne sont pas forcément performants et bons. Et encore moins toutes les marques inconnues que vous allez trouver sur Amazon, Cdiscount, AliExpress, même s'ils sont homologués, c'est-à-dire même s'ils ont passé la norme, c'est pas si compliqué d'obtenir l'homologation. Donc vérifiez plutôt les crash tests indépendants qui retestent les sièges dans des conditions plus sévères. On a parfois des drôles de surprises et autant sur des modèles low cost que sur des modèles très chers. Complètement. Donc consultez les crash tests avant de choisir un siège. Changez pas trop vite de siège. Jamais d'urgence à passer au siège de grand. Absolument, mon enfant est grand. Non, ne passez pas trop vite au siège d'après. Donc ça, c'est important de le dire. Ouais, l'autoroute, on a dit, mais... Et puis bien se renseigner avant l'achat. Ouais. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est... Peut-être pas l'achat 10 minutes avant de partir en vacances. Voilà, pas 10 minutes. Bien se renseigner, prendre le temps d'aller en magasin, en boutique, passer des coups de fil. Si on veut acheter sur le web, il y a toujours normalement un service client qui est capable de répondre. Je trouve que c'est quand même un des achats les plus importants. C'est important, vraiment. Et on reçoit beaucoup de témoignages, souvent, de gens ayant eu des accidents et nous remerciant. On peut s'en sortir même à plus de 100 km/h. On a des témoignages de gens. Les enfants vont bien. En fait, on peut... Enfin, j'entends beaucoup de fatalistes des fois. Hein, ouais. C'est sûr, si on passe sous un 38 tonnes, il y a un moment donné où on arrive aux limites du truc, d'accord? Mais même des fois sur des accidents violents, j'en ai vu, perte de contrôle, endormissement, tout ça, on peut sauver son enfant en ayant un bon siège auto. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne faites pas d'impasse là-dessus. Ok. Merci beaucoup à vous deux. Merci je à vous. Je mets la vidéo en replay. Vous avez juste à accepter la collaboration. On accepte. Comme ça, les personnes pourront poser leurs questions. Désolée encore pour ce petit bug du début. Donc, il vous manque les 10-15 premières minutes du live. Mais voilà, si on n'a pas répondu à tout, n'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de Securange le nom du modèle que vous avez un peu aperçu pour voir si c'est bien ou pas. Et n'hésitez pas, si vous êtes à Toulouse ou à Paris, d'aller dans les boutiques Bambino et tout au long de l'année à poser vos questions sur le chat, bien sûr. C'était des petits instants pub. Merci beaucoup. Hein. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Hop, on va arrêter le live aussi sur Facebook. Et ici, il faut juste que je trouve... Hop, arrêter la vidéo. Tout est arrêté là.